Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. On va revenir aujourd'hui sur l'enjeu de souveraineté que soulèvent ces nouvelles technologies de la finance. Si la France veut se placer comme une future place forte des cryptos, ne pas se laisser dépasser par les géants chinois et américains et ne pas reproduire d'ailleurs les erreurs commises lors du développement d'Internet par exemple, il est urgent de saisir les opportunités offertes par ces cryptos actifs. C'est l'objet du rapport vers une nouvelle ère crypto de l'ancien député Pierre Persson qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis dans Jeux Patrimoine, un focus sur un marché qui lui aussi a le vent en poupe, le métaverse. Estimé à 34 milliards d'euros en 2021, le marché mondial du métaverse pourrait représenter 615 milliards d'euros d'ici à 2030. Mais comment investir dans le métaverse? Action de communication vs réelle opportunité d'investissement. Nous tenterons en deuxième partie d'émission de nous frayer un chemin et de vous guider dans ce monde virtuel immersif numérique et à faire les bons choix d'investissement. Ce sera, comme je vous le disais, en deuxième partie d'émission. Smart Patrimoine, c'est parti. Mais d'abord, comme tous les mercredis, Zoom Crypto dans Smart Patrimoine. C'est le rapport de l'ancien député de Paris, Pierre Persson, qui a retenu notre attention aujourd'hui. Monnaie, banque et finance vers une nouvelle ère crypto. Le propos, la France a véritablement une carte à jouer sur le marché des cryptoactifs. Encore faut-il en comprendre les rouages, les évolutions. C'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Et puis savoir en saisir les opportunités, car au-delà de l'innovation technologique, c'est la souveraineté économique de la France qui est en jeu. On en parle donc avec notre invité, Pierre Persson, ancien député de Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, on vous connaît bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pierre Persson, j'aimerais comprendre la raison d'être de ce rapport, tout simplement. 3 ans après, je crois, le précédent, on a l'impression que vous avez voulu faire comme un état des lieux du marché crypto. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Vous l'avez dit, les cryptoactifs, c'est un secteur, en tout cas c'est une technologie qui évolue extrêmement vite. Et le rapport que j'avais rendu avec la Commission des finances en 2018 était quasiment périmé. Donc il avait fallu en fait retravailler sur le sujet. J'ai travaillé pendant 18 mois avec mon équipe et pour établir un nouvel état des lieux, en fait tout simplement, exposer les tenants, les aboutissants, les problématiques du secteur et les nouvelles technologies qu'on voyait poindre aujourd'hui dans cet écosystème. C'est intéressant, vous dites périmé, ça veut dire en 3 ans tout a changé déjà sur les technologies, les usages. Oui, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des cas d'usage qui sont apparus, il y a des applications qui n'existaient pas, il y a des futurs secteurs qui ont émergé. On parle beaucoup de métaverse, de NFT, mais aussi de la finance décentralisée. En 2017-2018, c'était vraiment le balbutiement. Et donc, on avait travaillé plutôt sur la question des ICO, plutôt sur la question monétaire. Est-ce que le Bitcoin est un actif ou une monnaie ? En 2021 et 2022, on voit bien qu'on est dans un autre monde. Finalement, c'était un peu la préhistoire à l'époque. Et donc, il a fallu continuer à expliquer ce que c'était, parce que le but de ce rapport, c'est avant tout de faire de la pédagogie. J'aimerais rebondir justement sur ce que vous dites sur le Bitcoin, cette crypto-monnaie bien mature par rapport à certaines qui sont apparues depuis. Quelle analyse vous faites justement dans ce rapport 3 ans après de cette monnaie-là et puis voilà, de comment elle a dérivé sur d'autres monnaies aujourd'hui, des monnaies plus stables d'ailleurs. Vous parlez aussi du stablecoin, vous faites tout un paragraphe dessus. Voilà, quel est le fil conducteur ? Ouais, très souvent, quand on parle de cryptoactifs, et d'ailleurs, moi je pense que c'est toujours très restreignant, je pense que la catégorie cryptoactifs, qui est actif numérique aujourd'hui dans la loi, est un peu dépassée, parce que dans les cryptoactifs, on y met même aussi des actifs qui sont en fait des actifs stables, qui sont en fait tout simplement des monnaies. Alors après, Bitcoin, certains vous diront que c'est un actif, d'autres vous diront que c'est plutôt une monnaie. Certains pays ont décidé que c'était une devise étrangère, pour d'autres, ils ont dit que c'était leur devise même à l'intérieur même du pays. Et donc on voit bien que ça a des conséquences, géopolitiques, ça a des conséquences internationales. Ça implique qu'aujourd'hui, le monde des cryptos est un monde qui est aussi un monde monétaire, et dans lequel vont se jouer finalement une guerre, un rapport de force entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et pour cela, il faut bien entrevoir en fait les fonctionnalités aujourd'hui des cryptos pour pouvoir se dire mais où est-ce qu'on veut que l'Europe se soit demain. D'où l'importance des décideurs publics aussi qui doivent investir finalement ce marché des cryptos. C'est aussi ça que vous vous êtes dit, il faut qu'on soit là, nous aussi, pour accompagner ces cryptoactifs. Oui, moi j'avais pris ma décision de ne pas me représenter et je voulais que ce rapport il permette aussi à une nouvelle génération d'élus de se saisir de la question. Je pense qu'en 200 pages, il n'est pas totalement exhaustif. On aurait pu encore écrire beaucoup de choses, beaucoup de littérature sur la question, mais je pense qu'un élu qui s'intéresse au sujet et qui veut débroussailler le sujet peut tout à fait lire ce rapport et comprendre en
fait, là où nous en sommes actuellement. Peut-être que dans 3 ans, il sera à nouveau périmé. Je ne le souhaite pas, mais c'est le jeu. Et donc, j'espère qu'il y a une nouvelle partie, en fait, de cette nouvelle génération politique qui va s'en saisir et qui va essayer de continuer à pousser les travaux parce que je pense que c'est d'intérêt général. Aujourd'hui, on voit que le sujet est porté au niveau européen. J'ai quelques divergences sur la façon dont il est appréhendé d'un point de vue de la régulation, même si je considère qu'il faut une réglementation. On le voit bien dans le secteur aujourd'hui, le manque de réglementation est un problème pour l'attractivité, mais aussi pour la protection des consommateurs. Justement, je rebondis sur ce Oui. que vous dites. Vous défendez une autre forme de régulation, justement, de réglementation. Vous, laquelle ? C'est quoi votre vision de la réglementation ? C'est surtout que la réglementation à l'heure actuelle, c'est une transposition faite de la réglementation sur les acteurs centralisés, bancaires et financiers traditionnels. Et même si je pense qu'il ne doit pas y avoir de concurrence déloyale entre deux secteurs, on l'a vu sur Uber, les taxis, etc. Bon, je pense que c'est la même chose entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Mais tout du moins, je pense qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver en fait des nouveaux référentiels, des nouvelles façons de réglementer cet écosystème qui partent non pas en fait du fait que ce soit des acteurs financiers, mais plutôt en fait de la technologie. Si c'est une technologie décentralisée, alors il y a moins de tiers, il y a moins de centralisation. Et donc, il faut trouver aussi les voies et les moyens pour réglementer cette technologie. Vous faites des propositions là-dessus ? Oui, je fais des propositions, notamment sur aujourd'hui essayer d'aider le régulateur, les autorités de supervision à embrasser en fait ces nouvelles technologies qui demain en fait nécessiteront beaucoup plus de sécurité des protocoles, des smart contracts, des contrats intelligents tout simplement, et donc qui obligeront en fait le régulateur à aller dans le code, dans le technique. Là où aujourd'hui, bon, le régulateur il est dans la supervision du marché, il regarde aussi les comportements des individus, des entités, etc. Il a du mal à suivre, le régulateur, aujourd'hui. Mais légitimement, même moi, en politique, j'avais du mal à suivre. Donc, le temps de l'innovation n'est pas du tout le même, le temps de la régulation, de la loi, de la norme. Et puis, il faut considérer que c'est un tout nouveau monde. Donc, il faut créer les équipes, les moyens. J'avais notamment, il y a 1 an, dans le projet de loi de finances, renforcé le budget de l'AMF et de la CPR, des autorités de régulation, pour permettre aussi bien qu'on saute dans ce nouvel écosystème. Justement, vous parlez d'écosystème, protéger donc les détenteurs aujourd'hui de crypto-monnaies. Les Français sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à en acquérir. Les protéger sans étouffer finalement cet écosystème dont vous parlez, c'est possible ? Oui, c'est possible de le faire. C'est tout à fait possible. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on puisse considérer que le régulateur américain est un régulateur clément. Je pense que les sanctions sont très lourdes quand vous ne respectez pas les règles, etc. Pour autant, ils ont une vision très pragmatique des choses, on va dire pro-business, c'est-à-dire qu'ils laissent l'innovation se faire. Après, je pense que c'est un équilibre entre l'économique et l'intérêt général et la protection des consommateurs. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur, sur l'incapacité que certains ont de retirer leurs fonds parce qu'il y a des comptabilités qui sont cachées, ou alors on ne sait pas où sont placées les réserves des collatéraux finalement sur certains stablecoins. Je pense qu'il y a une nécessité de régulation, ça c'est indéniable. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on met la régulation, le curseur, et comment est-ce qu'on arrive à inventer un nouveau modèle, un nouveau référentiel, tout simplement pour permettre à cet écosystème d'émerger en ayant des contraintes qui sont des contraintes applicables. Parce qu'avant tout, c'est des contraintes applicables qu'il s'agit. Parce que la régulation, est-ce que ça suffit pour assurer justement, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pour assurer à la France une place dans ce marché mondial des crypto-monnaies ? C'est une condition sine qua non, mais on l'a vu, nous avons été le premier législateur à faire un travail de diagnostic et puis à créer une régulation exhaustive sur la question. Certains disent qu'il n'y a pas de régulation, c'est faux. En fait, depuis 2018 et depuis 2019, la loi Pacte, il y a une régulation, il y a un agrément. Les autorités de tutelle et de supervision aujourd'hui labellisent et parfois cet agrément est obligatoire. Et donc, il faut considérer qu'aujourd'hui, il y a une régulation. Mais c'est comme tout. La régulation, un trop-plein, c'est néfaste. Mais la bonne régulation, ça permet aussi d'être attractif. On l'a vu, il y a des acteurs américains, il y a des acteurs étrangers qui sont venus en France parce qu'il y avait un cadre clair et parce que l'autorité de régulation, notamment l'autorité de marché financier, a su les accueillir en leur disant voilà, nous on a un cadre, il est fixe, il est stable et vous allez voir, en fait on a des règles, mais ça permettra de démontrer que vous êtes un acteur crédible, solide sur le marché. Pierre Persson, est-ce que vous constatez justement, c'est ce que vous disiez, éviter d'être trop en retard par rapport aux géants américains et chinois, notamment sur cette question et ce marché des cryptoactifs ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous le constatez, ce retard de la France, notamment dans l'investissement des entreprises dans les cryptoactifs, des entreprises françaises ? C'est paradoxal parce que les Français, vous en voyez partout, dans toutes les entreprises crypto, à travers le monde, il y a toujours un Français. Il y a toujours un Français qui est associé, qui est au board, etc. Donc on voit bien que les Français sont très présents. Par contre, c'est vrai qu'en France, à part certains acteurs qui ont récemment d'ailleurs levé, on a en fait une faiblesse de notre écosystème sur certains points, notamment sur les plateformes d'échange, où on n'a pas de gros acteurs, des acteurs systémiques, mais ça vaut pour toute l'Europe. Et donc on voit bien que
le mouvement, c'est plutôt des gros qui viennent s'installer en France et en Europe, et je pense qu'il faut le saluer. Ça veut dire qu'on est un territoire d'attractivité, mais on a du mal à faire émerger nos futures licornes, et pour ça, il faut les aider. Et le but, c'est d'éviter aussi qu'il y ait une disparité de la régulation. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'étranger n'ont pas les mêmes règles que ceux qui sont en France. Et donc, dans ce cas-là, il faut Oui, parce qu'il y a l'enjeu considérer de que la régulation, souveraineté, il y a aussi l'enjeu de compétitivité. bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je pense que c'est les deux mêmes. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas de souveraineté sans finalement avoir des acteurs qui sont des acteurs systémiques. Très souvent, on parle de la souveraineté à l'Assemblée nationale. On dit voilà, on va faire encore un rapport sur la question. Mais en fait, la vraie question, c'est d'avoir les acteurs sur notre territoire. On voit bien que la liberté d'expression, la culture politique même de ces acteurs, des GAFA, c'est la politique américaine qui la drive. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de considérer que notre souveraineté, elle ne sera établie que si nous avons des champions sur notre territoire et que nous arrivons aussi à les réguler. Mais c'est pas en régulant les autres et ceux qui veulent s'installer qu'on va réussir à affirmer cette souveraineté européenne. Et Pierre Persson, est-ce qu'on maîtrise assez bien la technologie? On parle beaucoup de la technologie blockchain, évidemment, quand on parle des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Je sais qu'on recevait la Banque de France la semaine dernière dans cette émission, en passe d'émettre, elle, sa propre devise numérique. Mais les freins pour y arriver, ils paraissent quand même encore bien présents. Voilà. Est-ce qu'on maîtrise bien en France la technologie? La Banque de France a d'ailleurs fait beaucoup de travaux sur la question. Elle en était à 9 expérimentations. Oui, tout à fait. Elle est plutôt précurseuse Ouais. sur la question vis-à-vis des autres banques centrales des États membres. Après, non, force est de constater que je pense qu'il y a un manque de travail et de connaissance de la question. Parfois, quand j'entends des politiques ou même des hauts fonctionnaires dire voilà, le Bitcoin, il n'y a que le Bitcoin, ou alors c'est que des actifs, c'est très volatile, très spéculatif, c'est basé sur rien. Non, ça je le dis d'ailleurs dans le rapport, ce sont en fait des informations qui sont fausses, tout simplement. Alors, parfois... Les banques centrales ne travailleraient pas sur la création de leur propre devise numérique? Si, très clairement. Mais d'ailleurs, si sur l'euro digital de Banque Centrale, moi, je suis toujours assez stupéfait qu'on ne sache toujours pas ce que sera cet euro digital. On dit que ça va être en 2025, mais est-ce que c'est un euro de gros? Est-ce que c'est un euro de retail? Est-ce qu'il sera pseudonyme? Est-ce qu'il sera centralisé? Est-ce que... En fait, il y a plein de sujets qui sont des sujets intimement politique. Aujourd'hui, on ne peut d'ailleurs pas considérer que la Banque centrale toute seule aura son mot à dire là-dessus, parce que c'est un sujet qui doit être soumis en fait, à nos concitoyens. La création d'un nouvel outil monétaire, pour ma part, surtout si demain il est dans les poches de nos concitoyens, si demain il permet de tracer les transactions, ça doit, il doit être mis au niveau du débat européen et d'un débat politique. Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qui peut se passer, Pierre Persson, si on n'arrive pas justement à concurrencer ces géants américains, chinois sur un sujet aussi important que la souveraineté monétaire? Là, c'est ce qu'on est en train de se dire là. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais c'est ce qu'on voit avec Circle, qui est en fait un des émetteurs de stablecoin. L'Europe a dit non, on ne veut pas de stablecoin parce qu'on considère que c'est une atteinte à la souveraineté monétaire. On va donc faire l'euro digital. Qu'est-ce qu'on voit? C'est aujourd'hui l'euro, notamment l'euro stablecoin, de demain, celui qui tout du moins sera systémique, qui sera émis par les Américains et régulé par les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, notre euro, le premier euro crypto, eh bien, il sera régulé par les Américains. Et on voit bien quel est le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va continuer à consommer américain, à consommer étranger, là où on aurait pu faire des géants européens, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Pierre Persson, je rappelle, vous êtes ancien député de Paris. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, nous avoir présenté ce rapport sur les crypto-actifs, la nouvelle ère des cryptos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment différencier les actions de communication des opportunités lorsqu'on investit dans le métaverse? Cette industrie à la croissance plus que rapide, il faut le dire, regorge d'opportunités. Encore faut-il savoir lesquelles saisir. Achat de NFT, de crypto-monnaies, investir dans des actions liées au métaverse. Il existe plusieurs façons de vous impliquer. Avec des milliards de dollars consacrés à la création de cet univers numérique, certains investisseurs se préparent presque à l'investissement de leur vie. On fera le point avec nos invités. Aujourd'hui, Stanislas Barthélémy nous accompagne, consultant chez Blockchain Partner by KPMG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Stanislas, merci beaucoup de nous accompagner. Nicolas Joly nous accompagne également, président de Casino Immobilier, qui débarque d'ailleurs dans le métaverse par le biais de sa filiale immobilière justement. Bonjour Nicolas Joly. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner, vous aussi. Stanislas Barthélémy, première question pour ceux qui nous regardent. On va commencer par quelque chose de très simple. Que peut-on faire aujourd'hui dans le métaverse en termes d'investissement? Voilà, acheter, vendre des actifs, acheter, construire des structures aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui?
Il y a différents types d'investissements dans le métavers. Aujourd'hui, on va dire que le premier, et celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est d'acheter des terrains. Ce qui peut sembler assez étonnant, d'acheter des terrains dans un environnement limité, qui est par définition illimité, qui est le numérique. Et c'est ce que font aujourd'hui des marques, de prendre le pari d'acheter ces terrains en amont et derrière d'avoir une stratégie à mettre en place, de construire des expériences, notamment pour les clients. Donc ça, c'est sur la partie terrain. Après, il y a d'autres types d'actifs, parce que dans ces mondes-là, il y a des monnaies qui sont propres à ces mondes. De la même manière qu'en Europe, on paye en euros. Dans certains métavers, on va payer dans leur monnaie qui est propre. Je pense notamment au Mana pour Decentraland ou au Sand. Ça peut être potentiellement un investissement si on croit que la monnaie peut s'apprécier. Et après, il y a, on va dire, tous des biens numériques, qu'on pourrait dire, certains NFT par exemple, qui sont métables sur son avatar dans le métavers, qui sont faits par des marques qui peuvent être aussi achetés. Et on joue sur toujours cette notion de rareté en se disant s'il y a de plus en plus d'utilisateurs, peut-être que ça prendra la valeur. Mais je parlais de cette croissance justement du marché qui est assez incroyable. 615 milliards de dollars, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, 615 milliards d'euros d'ici à 2030 au niveau mondial. Est-ce que cette croissance aujourd'hui du marché fait forcément de cette technologie un investissement sûr et rentable? Voilà, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on voit ces chiffres-là, est-ce qu'on se dit bon ok, là je me lance, Nicolas Joly? Ouais, en fait, on se dit, on se lance parce qu'il faut se lancer pour nos clients. Au-delà de l'argent, nous, on raisonne en flux et on sait qu'à horizon 2026, on a une personne sur 4 qui passerait 1 heure par jour dans le metaverse pour jouer, faire des réseaux sociaux, pour travailler. Donc, nous, ce qui nous obsède, c'est de créer des cas d'usage concrets avec une vision industrielle qui vont créer de la valeur pour nos actifs et pour nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on va tenter l'expérience du Metaverse. On va rentrer dedans, pas du tout pour spéculer à court terme, mais au contraire pour... C'est une stratégie à long terme? Ah oui, c'est une stratégie à long terme. On est fondamentalement convaincu que ça n'est pas un effet de mode. Il y a un énorme hype aujourd'hui autour du Metaverse qui est extrêmement médiatisé. Ce qui nous intéresse, c'est demain. C'est demain, après-demain, cette conviction que demain, ce sera une partie complémentaire du parcours client aujourd'hui. Et donc, on va aller faire des choses concrètes, des tests. Vous parliez de plateformes, donc The Sandbox, par exemple, où on développe une expérience de jeu, où nos clients qui reçoivent dans le monde physique un ticket d'or vont pouvoir accéder à une expérience et, via leur avatar, interagir dans cet environnement. Et, au fil d'un certain nombre de quêtes, vont gagner des bons promotionnels qu'ils vont pouvoir utiliser dans le monde réel. Donc, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est d'aller construire des cas d'usage et créer des passerelles entre ce monde du Web3, bien au-delà du Metaverse, et le monde réel pour créer de la valeur pour nos clients. C'est intéressant, on va continuer évidemment à parler de vos ambitions avec le groupe Casino. Les cryptos, aujourd'hui Stanislas Barthélémy, les cryptos, le Metaverse, donc c'est un terrain privilégié des jeunes investisseurs, plutôt si on pouvait faire un profil de ceux qui s'y intéressent aujourd'hui en tout cas. Effectivement, on a fait une étude avec KPMG et l'ADAN, l'association de défense d'actifs numériques, justement sur le profil des investisseurs en France sur les cryptos. Bon, les NFT sont une part des cryptos. Il y a encore peu de détenteurs de crypto en France, enfin 8% c'est quand même pas mal. NFT c'est à peu près 1% des personnes qui ont la majorité dans ce pays. On voit qu'il y a quand même une grosse progression et c'est plutôt un public jeune qui est dans les villes autant que dans les campagnes, c'est ça qui est intéressant, et plutôt de moins de 35 ans. Donc oui, après ça dépend, quand on dit opportunité d'investir, ça dépend si on est particulier ou une marque. C'est-à-dire quand on est une marque et qu'on a une stratégie de long terme comme ce que peut avoir le groupe Casino, c'est intéressant de déployer un peu de capital et de proposer des expériences. Pour un individu, est-ce qu'on a envie d'acheter une parcelle, par exemple, pour construire sa maison en soi? Est-ce qu'on pourra la revendre plus cher? Enfin, c'est des questions qui sont un peu différentes pour le coup. Mais alors expliquez-nous comment ça marche, Stanislas Barthélémy, on a envie de savoir. On achète une parcelle dans un monde numérique, dans un monde virtuel. Quel retour d'investissement on a sur un investissement justement comme celui-ci? J'ai envie de dire, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que le pari qui a été fait par Decentraland et The Sandbox, alors c'est beaucoup aussi de se vendre aux marques, pas qu'aux particuliers, c'est d'avoir un terrain limité et de jouer sur cet effet rareté. C'est-à-dire que s'il y a autant de marques qui veulent rentrer et moins de parcelles, mécaniquement, il y a peut-être un effet d'appréciation qui pourrait se faire. Aujourd'hui, on a des parcelles qui se vendent très très cher. Oui, quand elles sont bien placées. En fait, on se retrouve avec des dynamiques qui existent et qui ont trait dans l'immobilier traditionnel. C'est-à-dire que si on est proche du centre ou proche d'une grande marque juste à côté, on bénéficie d'une partie du flux qu'on peut capter. J'imagine que dans les centres commerciaux, c'est comme ça que ça se place. Les emplacements coûtent plus cher. Mais dans Metaverse, il n'y a pas que non plus des Metaverse où il y a des terrains à acheter. C'est un peu, il y a deux dimensions. On va dire, il y a une dimension où les marques pourraient prendre un Metaverse. D'ailleurs, je me permets de dire que c'est une galaxie de Metaverse. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui va gagner. C'est le cas de Decentraland, de Sandbox. Il y en aura certaines autres qui seront très spécifiques.
C'est l'idée juste d'avoir des métavers qui sont plus des réseaux sociaux un peu 3D. Je pense par exemple à Nifty Island où l'idée c'est que tout le monde a le droit d'avoir son île et son propre terrain, il n'y a pas de limitation. Par contre le business model sera plus dans les échanges de NFT créés par des marques avec une commission, etc. Donc il y a un peu les deux modèles aujourd'hui. Ces plateformes-là dont vous parlez, dont vous avez aussi parlé Nicolas Joly, ce sont des plateformes à privilégier aujourd'hui, voilà, pour ceux qui nous écoutent. Il faut regarder, ce qu'on a fait, c'est regarder l'écosystème. C'est regarder l'écosystème, les plateformes qui sont déjà établies. Notre conviction, c'est que la force du Web3 passe par la technologie NFT, qui donne le droit de propriété. En réalité, vous êtes propriétaire de votre foncier, mais vous pourrez être propriétaire de votre avatar, de vos attributs. Et donc, pour nous, ce sont les plateformes à privilégier. Et ce qui est important, au-delà de la technologie, c'est le projet. Et c'est ce qui a conduit, par exemple, notre action. Stanislas citait The Sandbox. Quand on a décidé d'aller construire une expérience sur le foncier de Sandbox, on est allé rencontrer l'équipe de The Sandbox. On n'a pas acheté un foncier sur le secondaire, on est allé rencontrer l'équipe pour s'imprégner de leur projet. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les codes, l'ADN de ce projet entraient en adéquation avec ceux de notre marque, le Club Leader Prize, qui est une communauté très digitale, qui est très tournée vers le gaming, qui est prêt justement à mener des expériences de jeu pour aller chercher de la promotion. Donc c'est vraiment le projet auquel il faut s'intéresser. Vous parliez tout à l'heure de tickets d'or. Je crois qu'il y a cet enjeu-là de distribuer des promotions, c'est ça, des bons d'achat aujourd'hui. Quelle est l'ambition à terme, on va dire, de Casino sur ce sujet-là ? Voilà, quelle expérience comptez-vous proposer à terme, voilà, à vos clients exactement ? Quel est l'intérêt aujourd'hui pour le client Casino ? À terme, l'intérêt, il est déjà immédiat dans le monde réel. Ça c'est une obsession pour nous. C'est déjà qu'il y ait de la valeur immédiate pour le client. Et vous l'avez avec ces bons promotionnels. Après, plus largement, je vous le disais, on prépare demain et après-demain en travaillant sur tout l'écosystème Web3 avec le Metaverse. Mais on a aussi travaillé sur les NFT, par exemple. On a sorti 2 collections très différentes avec Monoprix sous l'angle design, avec une collection éditée par Vincent Daré. On a travaillé aussi avec le Club Leader Prize, là aussi, sur des NFT beaucoup plus ludiques et tournés vers la promotion. C'est-à-dire que les gens vont avoir des NFT qui vont, là aussi, leur donner des gains immédiats. Si vous avez le livreur, vous aurez des gains sur votre livraison. Si vous avez le boulanger, vous aurez des gains sur le rayon boulangerie. Et c'est des expériences qu'on va enrichir au fil du temps. Sur Leader Prize, dans les prochains jours, on va sortir une plateforme d'échange pour quand vous aurez 2 livreurs, vous pourrez m'échanger peut-être un boulanger. Donc, en tout cas, on discutera. L'enjeu derrière tout ça, au-delà des cas d'usage industriel, c'est de la pédagogie. Parce que Stanislas le disait, aujourd'hui, on est sur une détention par une communauté peut-être plus jeune, orientée Web3, crypto. Mais en fait, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Vous en êtes la preuve vivante. Donc le but, c'est de s'ouvrir. C'est d'ouvrir, de donner les clés à nos clients. Aujourd'hui, on a des points de contact qui sont nombreux dans le monde physique, avec notre réseau de magasins, dans le monde digital, avec ses discounts, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est un NFT, ce qu'est la blockchain, Bitcoin, mettre un petit peu des sous-titres sous ces mots pour qu'ensuite ils voient les potentialités du Web3 et ils décident d'ouvrir les portes s'ils le souhaitent. On ne veut pas emmener les gens de force dans le Web3, mais on veut leur donner les clés. Et dans les interactions qu'on a, je vous parlais des NFT Leader Prize, il y a plus de la moitié des gens à qui on pousse des NFT Leader Prize qui les clèment, qui viennent les réclamer, les chercher. Donc on sent qu'on a un vrai intérêt, au-delà de ces 8% de gens qui aujourd'hui détiennent des cryptos, il y a un vrai intérêt de toute la population pour s'informer sur ces choses-là. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler. Stanislas Barthélémy, justement, je vous fais rebondir là-dessus, sur ce pouvoir presque qu'ont les marques aujourd'hui, qui peuvent justement faire ce travail de sensibilisation auprès du grand public et amener peut-être demain de nouveaux investisseurs, de nouveaux profils dans ce Web3. Il y a un besoin de pédagogie. D'ailleurs, dans l'étude que je mentionnais tout à l'heure, la première raison de ne pas investir aujourd'hui, c'est l'absence de compréhension du sujet. C'est plutôt simple par ailleurs de ne pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais il y a ce besoin de pédagogie, c'est d'expliquer concrètement ce qu'est Bitcoin, ce qu'est une blockchain, comment on transfère de la valeur. Après, il y a quelque chose d'autre que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a une tendance. C'est-à-dire que, notamment lié aux jeux vidéo, on voit ça naturellement, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont allées dans Roblox, une sorte de Minecraft. Et j'ai envie de dire que les plateformes comme The Sandbox ou Decentraland poussent ça un peu plus loin, ce qui permet à des marques comme Casino d'avoir un lien direct avec les clients. Pourquoi ? Parce qu'ils vont créer de la valeur que le client peut vraiment détenir, échanger, là où dans Roblox, on est encore assez captif d'une plateforme. Et donc c'est cette tendance-là, et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui vont y aller. Avec un petit bémol quand même, c'est qu'il y a quelques marques qui pourraient être tentées de céder un peu à l'euphorie et de faire un petit communiqué de presse en disant on a acheté une parcelle.
On est dans le métaverse. Exactement. C'était un peu la question initiale du sujet. Comment distinguer l'action de communication? C'est nécessaire la communication, et c'est encore mieux quand il y a un plan long terme, un peu comme le groupe Casino, d'avoir des convictions et de se dire bon voilà, c'est la première étape et on a envie d'emmener le client jusque-là avec différentes marques, etc. Et donc ça, je pense que les marques aujourd'hui, peut-être que l'hiver crypto qui baisse un peu les valorisations, qui permet de calmer un peu l'euphorie, ça permet de bosser un peu le fond et la stratégie. Donc finalement une époque un peu propice aux futurs investissements dans le métavers. Et pour rebondir sur ce que dit Stanislas, moi je suis tout à fait convaincu, être dans le métavers, c'est pas juste être dans le métavers, c'est faire des choses. Avec humilité. C'est pas dire qu'on l'est, en tout cas. C'est pas seulement dire qu'on l'est. C'est en tout cas faire des choses concrètes, et on voit de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans ce monde-là, dans ces mondes-là, et c'est une très bonne chose parce qu'on est tous dans une logique d'innovation, de test and learn, pardon pour l'anglicisme, mais c'est la réalité. On va mener des petites expériences concrètes pour en tirer des enseignements, pour nous et pour nos clients. Donc vraiment, je suis parfaitement d'accord avec Stanislas, ce qui est important, c'est d'agir dans ce metaverse, d'agir, de tester des mécaniques NFT, des mécaniques du Web3, pour voir si on peut, avec ça, créer de la valeur pour... J'abonde dans ce sens-là, c'est qu'en gros, de la face immergée de l'iceberg, c'est qu'on achète un terrain NFT. Derrière, pour des grands groupes, ça pose pas mal de questions sur comment on stocke cette valeur, puisqu'on doit la stocker soi-même. C'est un peu la nouveauté du Web3. Derrière, comment, pour des raisons legal, compliance, KYC, etc., comment on traite comptablement, ça pose beaucoup de questions. Ouais. Et c'est une bonne porte d'entrée pour se mettre au pas de cette technologie et de créer, on va dire, les process qui, demain, permettront de plus facilement lancer les projets. Et d'acculturer aussi les différents métiers. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'innovation qui est au courant, il faut que les autres métiers suivent, parce que maintenant, il y a des sommes qui sont engagées, des Go, des Comex, etc. Et l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire c'est construire les infrastructures de demain pour qu'on soit prêt, pour qu'en 2026, quand les gens seront dans le Metaverse, quand ce sera une partie de leur journée quotidienne, on soit prêt à les accueillir. Il ne faut pas attendre que les gens arrivent pour se mettre en mouvement. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, on a cette obsession avec cette vision, cette casquette immobilière assez industrielle, et vraiment l'obsession aussi de créer des passerelles. C'est-à-dire qu'on voit le Metaverse comme un fantasme peut-être d'un monde un petit peu fermé, avec des lunettes virtuelles. Notre conviction, c'est que ce sera un monde avec de la porosité, qui interagira avec le monde physique, avec le monde du Web 2. On a longtemps opposé commerce physique et e-commerce. Aujourd'hui, le maître mot, c'est l'omnicanalité. On ne le sait que trop. On est convaincu que le Web 3 sera une dimension, une brique de plus dans ce parcours global. Dernière question, il nous reste 10 secondes. Il sera question de créer un magasin virtuel à terme, un magasin casino virtuel. Ça fait partie des sujets qui doivent être regardés. On a déjà commencé en réalité avec la nouvelle cave, qui est la reproduction de notre magasin physique rue Colincourt, à créer un univers virtuel en 3D. C'est pas sur la plateforme Sandbox ou Decentraland sur le Web 3, mais c'est déjà une première étape qui fait partie de cette logique test and learn. Et avec ces 300 références qui sont reprises, qui permettent d'être livrées dans toute la France, c'est aussi une première étape dans cette réflexion-là. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur ce sujet, nous avoir montré des exemples concrets, notamment avec le casino immobilier. Stanislas Barthélémy, je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partner by KPMG, et Nicolas Joly, président donc de Casino Immobilier. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain. Ciao.